d'abord, le bilan macro de cette semaine dans la perspective des prochaines réunions de Banque centrale qui se tiendront dans 2 semaines. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vu le contexte dans lequel la BCE a célébré ses 25 ans, je me dis qu'il n'y avait peut-être pas de meilleur cadeau pour la Banque centrale européenne que d'observer au mois de mai une vraie marche à la baisse en matière d'inflation, de désinflation, avec une inflation globale sur un an qui est passée de 7 à 6% grosso modo. 6,1% pour la marque du mois de mai. C'est forcément une tendance encourageante, très encourageante. Comment est-ce que cette tendance va être analysée par la Banque centrale européenne, Gilles ? Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est un très bon cadeau d'anniversaire pour la BCE, ça c'est très clair. Surtout que cette marche à la baisse de l'inflation, elle ne se focalise pas sur des éléments exogènes, volatiles, énergie et alimentaires qui ont contribué au ralentissement de l'inflation générale, mais ce ralentissement s'applique aussi à l'inflation sous-jacente et on sait que la BCE est surtout concentrée là-dessus. Donc c'est vraiment le bon cocktail sur cette sortie statistique. J'ai l'impression quand même que la BCE voudra être absolument certaine qu'il s'agit d'une tendance et pas d'un accident sur l'inflation sous-jacente, parce que on a quand même eu des contributions extrêmement fortes à la décélération de l'inflation sous-jacente qui viennent d'Allemagne, où on sait qu'on risque de repartir à la hausse au mois de juin à cause des rabais, enfin de la distribution dans le temps des rabais que le gouvernement allemand a consenti sur le prix du transport ferroviaire. Donc c'est très technique et c'est honnêtement ultra ennuyeux, mais tout ça pour dire qu'il est malheureusement possible que l'inflation sous-jacente reparte à la hausse au mois de juin, en tout cas en Allemagne. Et ça rend la BCE assez méfiante et assez nerveuse. Et quelque part, on sait déjà ce qu'ils en pensent. Parce que on a eu un discours de Christine Lagarde qui a eu lieu après la sortie des chiffres. Et c'est un discours qui est quand même empreint d'une très très grande prudence sur la réalité de la désinflation, avec cette idée que le fait de savoir si l'inflation sous-jacente est arrivée à son pic n'est pas encore certain. Quand même un message assez clair de la part de la BCE, assorti du maintien du message de politique monétaire qu'on avait déjà eu lors de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs, à savoir que les conditions monétaires sont restrictives, mais ne sont pas encore suffisamment restrictives. Donc derrière, on a toujours des hausses de taux. Mais c'est vrai que ça va dans le bon sens, et la vraie discussion, à mon avis, en ce moment, ça n'est pas de savoir si la BCE va continuer à monter ses taux. Je pense que c'est très largement vraisemblable. La question, c'est de savoir s'il s'arrête au mois de juillet ou s'il continue jusqu'au mois de septembre. Et là, au moins, marginalement, on peut dire qu'on a plus de chances que ça s'arrête au mois de juillet et qu'au mois de septembre, la BCE puisse véritablement démarrer sa pause. Au-delà de l'inflation, qui reste évidemment la préoccupation première, il y a un signal marquant sur le plan macro qui concerne l'Allemagne, justement, qui est très intéressant à observer. Alors c'est la révision assez massive quand même de la première estimation du PIB qui s'est fait à la baisse. Une fois n'est pas coutume, on a toujours une ampleur de révision quand même dans la statistique allemande qui est déjà un sujet en soi, mais qu'on va laisser de côté peut-être, Gilles, sur la Deutsche Qualität qui n'englobe peut-être pas le domaine de la statistique. Au-delà de ça, il y a ce phénomène de récession, en tout cas de contraction de l'activité en Allemagne sur 2 trimestres consécutifs. Comment ça pèse dans la balance ? Est-ce que ça aide ? Parce que c'est une récession qui semble assez particulière. C'est une récession avec une économie qui reste au plein emploi, ou en tout cas avec un taux d'emploi ou un taux de chômage qui reste particulièrement bas en ce qui concerne le taux de chômage. Je rentre à l'instant d'Allemagne et ce que je peux rapporter, c'est que oui, il n'y a pas de conscience généralisée du fait que l'Allemagne est tombée en récession. Assez peu de communication en fait autour de ce point, avec même des réactions qu'on pourrait juger peut-être assez caricaturales dans beaucoup de pays, en tout cas en France ou sans doute au Royaume-Uni. Si on avait une récession, la première question qu'on se poserait, c'est ne faut-il pas ralentir le rythme de réduction des déficits ? Et c'est l'inverse en Allemagne, où le débat se focalise sur il y a récession, donc les rentrées fiscales vont être plus basses, donc il faut qu'on fasse un effort encore plus important pour pouvoir tenir nos objectifs de déficit. Donc c'est dire qu'on n'est pas du tout dans une phase de panique sur le niveau de la demande agrégée en Allemagne. Maintenant, ça fait partie quand même du débat, et ça fait partie des éléments qui vont, à mon avis,
avis, aider les colombes à calmer un tout petit peu le jeu au sein de la BCE, parce que, enfin, on en avait déjà parlé ensemble, malheureusement, c'est compliqué de réussir à faire l'inflation sans passer par la case contraction du PIB, sans passer par la case récession. Et en Allemagne, en tout cas, on en a sans doute besoin. On a besoin d'une prise de conscience encore plus large que cela de la part des partenaires sociaux qu'il y a récession pour obtenir un ralentissement des salaires. Parce que c'est ça la grande inconnue sur l'inflation 2023. Est-ce qu'on ne va pas se prendre une espèce de deuxième vague inflationniste qui, cette fois-ci, serait liée aux coûts salariaux? Et les négociations salariales en Allemagne ont été quand même extraordinairement généreuses. Et si l'on va vers une prise de conscience, pour être clair, de la part des syndicats allemands, qu'il est temps de revenir à leur ancienne approche qui est d'abord on sécurise les jobs et ensuite on discute des salaires, eh bien on peut avoir un vrai souci sur l'inflation. Et peut-être que cette prise de conscience va venir là, dans les quelques semaines, dans les quelques mois qui viennent, parce que c'est vrai que le taux de chômage, au sens du BIT, qui est celui qu'on regarde tous en tant qu'analyste, parce que c'est entre guillemets la vraie bonne mesure du chômage, selon cet indicateur-là, il ne se passe toujours rien en Allemagne. Selon l'indicateur national, en revanche, il y a déjà augmentation du chômage. Et lorsqu'on regarde les statistiques, par exemple, des offres d'emploi qui ne sont pas remplies, qui est un grand indicateur du degré de tension sur le marché du travail, eh bien, les choses commencent à se normaliser. Donc, on n'est peut-être pas très loin du moment où on va pouvoir faire atterrir en douceur les négociations salariales allemandes, et on en a sans doute besoin pour sécuriser la normalisation de l'inflation sous-jacente. Mais il faut imaginer effectivement qu'à un moment, d'une certaine manière, les courbes vont se croiser, que le rattrapage des salaires, qui a un temps de retard évidemment sur la hausse des prix, sur l'inflation, va quand même jouer à plein au moment où on pourrait observer quand même une détente des prix, et notamment des prix à la consommation, de la consommation finale, de la consommation même peut-être la plus fréquente qui concerne le domaine alimentaire dont on parle beaucoup. Ce moment-là, c'est un moment qui doit intervenir un peu plus loin devant nous au cours de 2023, Gilles. Oui, c'est effectivement ça. C'est une espèce de vitesse relative entre, d'une part, les éléments qu'on pourrait appeler exogènes de l'inflation, énergie, alimentaire, et d'une certaine mesure, prix des produits facturés qui sont très dépendants des cours énergétiques et, disons, de l'état de l'économie mondiale et de l'état de normalisation de l'industrie après la pandémie. Et là, on a plutôt des bonnes nouvelles. On les a vues aux États-Unis d'abord, on les voit aujourd'hui en Europe. Et de l'autre côté, le risque d'avoir toujours une inflation, les forces domestiques de l'inflation, qui, elles, jouent dans l'autre sens. Et il faut qu'à un moment, ces forces domestiques ralentissent également, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est une espèce de résistance à la baisse de l'inflation sous-jacente. On arrivera sans doute à passer sans trop de problèmes à une inflation sous-jacente entre 3 et 4, mais pour aller vraiment vers 2, qui est l'objectif de la BCE, eh bien, il faut obtenir cette modération salariale. On en a quelques tout débuts de commencement de soupçons que on y est, mais ça reste encore très très ténu. Et ça veut dire qu'il y a un risque, et c'est un risque auquel beaucoup adhèrent aujourd'hui, semble-t-il, dans le marché, que l'inflation endogène en zone euro soit beaucoup plus persistante dans le temps que ce qu'on a pu observer, ce qu'on est en train d'observer côté américain. Sur l'ensemble du cycle américain de désinflation, on peut imaginer que le cycle européen de désinflation sera plus long. Oui, c'est possible, et ça peut nous mettre dans une position assez compliquée en termes de politique monétaire et de divergence des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique, parce que, et ça peut être lié, il faut être prudent, mais je pense que ça peut être lié à nos structures, en fait, à nos institutions de négociation salariale. Aux États-Unis, maintenant, la plupart des grands secteurs de l'économie sont totalement désyndicalisés, et les négociations salariales sont en fait totalement atomisées, totalement individualisées. Et il y a accélération des salaires lorsque, tout simplement, les salariés peuvent très facilement changer de job et vont voir leur patron et leur expliquent, voilà, soit vous m'augmentez de X, soit je pars. C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on a eu en fait la très forte accélération des salaires aux États-Unis depuis à peu près 18 mois. Mais il n'y a pas de système de rattrapage, entre guillemets, très puissant
pour protéger collectivement les salariés américains contre une inflation persistante. Le salaire minimum n'est pas indexé de manière automatique sur les prix. Encore une fois, il y a très peu de négociations collectives au sens où on les a en Europe. Donc ça peut s'arrêter assez vite aux US. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pouvoir de négociation individuel des salariés diminue, les salaires vont avoir tendance à ralentir assez nettement. En Europe, c'est pas comme ça que ça marche. En Europe, il faut en fait que les partenaires sociaux prennent conscience du fait que leur pouvoir de négociation a changé avant d'obtenir un impact sur les négociations salariales qui ont souvent une durée de vie assez longue. Si vous regardez la plupart des accords salariaux allemands, ils portent sur la totalité de l'année 2023, souvent sur 2024 et dans certains cas même sur le début de 2025. Donc c'est très très difficile de renverser la vapeur une fois que dans le système, ces augmentations salariales assez généreuses ont été ancrées. Et ça, c'est très vrai dans les pays de tradition de cogestion qu'on a en Allemagne, qu'on a aussi aux Pays-Bas. En Belgique, c'est encore pire, c'est une indexation automatique institutionnelle sur les salaires. Dans d'autres pays, par exemple la France, les négociations collectives ne sont plus aussi fortes, aussi puissantes qu'elles l'étaient, mais en Allemagne, ça joue vraiment un rôle énorme. Côté américain, Gilles, pour finir, est-ce qu'on regarde toute la série de données économiques qu'on a pu avoir ces derniers jours, ces dernières semaines, qui vont être l'input de la prochaine décision? Est-ce que la Fed, le 14 juin prochain, sera confortable avec le niveau de restriction monétaire qui a déjà été infligé? Je pense que oui, mais c'est pas si clair que ça. La Fed a fait un pari, entre guillemets, en préannonçant, en tout cas en laissant la porte ouverte à une pause au mois de juin. Mais c'est vrai que les données ont été assez disparates. On a eu quelques indicateurs un peu qui signalaient toujours une très forte résistance de l'économie. On a eu l'indicateur ADP, par exemple, hier. Attention, quoi. Il ne faudrait pas que les chiffres qu'on va avoir là aujourd'hui sur le marché du travail américain soient trop flamboyants, parce que sinon ça va être quand même compliqué de l'obtenir, cette pause. Donc oui, j'y crois encore, c'est mon baseline, mais attention quand même. Oui, le marché lui a pris le pari, ou en tout cas est tenté d'imaginer que cette pause n'est pas équivalente à la fin des hausses de taux et qu'un petit ajustement final pourrait être encore nécessaire. Alors, soit dans 15 jours, soit il y a un meeting en juillet également, le 26 juillet, pour la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Gilles, merci pour cet éclairage macro qui vient conclure quasiment cette semaine. Je vous rappelle qu'on a encore un chiffre important, le rapport mensuel sur le marché du travail américain qui sera publié en début d'après-midi. Nous y reviendrons bien sûr ce soir à 17h en direct dans Smart Bourse. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous en visioconférence.